recevoir tous à l'ENSTA dans le cadre d'une conférence co-organisée avec le Crayon et TAEP. Donc je vous demande d'accueillir nos invités avec le plus grand des accueils. Donc merci à eux d'être venus et sans plus tarder, je leur laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc en effet, merci beaucoup même l'ENSTA, TAEP, l'ingénieur entreprise de l'ENSTA, Augustin évidemment, Thibaut aussi d'avoir organisé tout ça. C'est un plaisir d'être là devant vous si nombreux pour cette conférence. Donc j'aimerais bien vous présenter donc, Antoine Godefroy, donc, qui est le fondateur de Slick et de Kills, qui vous expliquera un peu plus par la suite ce que c'est. Valron, mon frère et associé sur le Crayon que nous avons fondé ensemble et qui est également cofondateur de l'application Élise présidentielle, donc le Tinder de la présidentielle que vous avez sûrement dû voir passer. Thibaut Jabour, le fondateur de Socrate, qui est le réseau social de l'intelligence et de la connaissance, et également de Platon, qui vous expliquera tout ça par la suite. Et mon cher Sylvain, je te laisse te présenter parce que c'est assez compliqué ce que tu fais. Vous m'entendez? Ouais, en gros, je monte un studio de jeux vidéo NFT, et je vais faire ça si vous voulez. Et c'est sûr que du coup, tout ce qui est Web3 et tout, c'est un peu nouveau pour tout le monde, mais j'aurai largement le temps de détailler un peu tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat pour toi et au travers de tes projets, justement? Disons que l'entrepreneuriat pour moi, c'est une évidence, avant tout. Ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un effort, tu vois, genre, de toute façon, pour moi, quand tu bosses 80-100 heures par semaine, c'est que forcément il y a un problème quelque part, tu vois. Et que forcément, c'est que, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est juste naturel, c'est juste, c'est ma vie, quoi, c'est ma manière. Je suis entrepreneur, c'est la vie que je mène et je suis comme ça, c'est tout. Mais explique-nous un peu plus ce que tu fais. Pour que... Là, concrètement, qu'est-ce que je fais? On a monté un studio de jeux vidéo concentré sur les jeux, justement, NFT. L'objectif, c'est de développer, nous, actuellement avec le studio, on accompagne pas mal de grosses boîtes dans la création de leur collection NFT et de leurs jeux NFT à part entière. On a réalisé la collection NFT de Snoop Dogg. Voilà, si ça peut parler. Et là, actuellement, on est en train de travailler avec Warner Bros. Sur la réalisation de la collection NFT pour le dernier Batman qui va sortir. Et on a quelques petits trucs sympas comme ça. Thibaut, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous. Je suis le fondateur de Socrate. Socrate qui est un vrai projet entrepreneurial que j'ai commencé durant mes études à l'EDEC. Donc moi, je ne me suis pas laissé le temps de faire des expériences en entreprise. Je me suis lancé en 3e année à l'EDEC, à l'incubateur de l'EDEC, pour ubériser la mise en relation entre les étudiants avant les examens. Donc un étudiant qui partageait ses connaissances sur une thématique Excel pour 100 personnes avec un prix défini. On s'est lancé dans pas mal d'écoles, surtout sur le nord de la France et Paris. Mon expérience d'entrepreneur, à proprement parler, c'est une aventure humaine avant tout. C'est des hauts, mais également beaucoup de bas. Et les bas sont nécessaires à atteindre ces réussites. Moi, je dirais que l'entrepreneuriat, pour moi, il n'y a pas de personne prédéfinie à devenir entrepreneur. Je pense que tout le monde peut le devenir. C'est qu'une question de choix et de volonté. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on passe le pas de l'entrepreneuriat, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, on a tous les jours l'occasion d'arrêter ce qu'on a initié. Donc Socrate aujourd'hui, on avait commencé dans les écoles. À un moment, nous avons refusé le chemin d'une opportunité qui était de vendre notre application aux écoles parce que j'ai de l'ambition, parce que je visualise Socrate et j'ai envie de me bagarrer pour développer un réseau social qui est, je pense aujourd'hui, un gros défi, quelque chose de très complexe où les remises en question, les échecs sont un quotidien parce qu'on est toujours en learning phase et trouver la stratégie d'acquisition qui nous permet demain de se développer et de développer notre communauté, c'est le sujet principal actuel. Donc par rapport à ce cheminement-là, on a également su rebondir. Donc j'ai
j'ai ouvert un segment B2B pour assurer le développement de ce produit ambitieux. Donc la démarche du B2B, c'était de trouver une source de rémunération qui nous permettait d'assurer la valorisation de l'entreprise, mais également de pouvoir supporter le burn cash que demande un réseau social. Et sur quoi je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais sinon sur Platon, j'ai ouvert en février et je vous en parlerai juste après. Moi, c'est vraiment un truc qui était lié à ma personnalité et je pense que c'est à la base de la première réflexion que vous pouvez avoir sur vous. C'est en fait comment vous concevez dans le monde, dans la société, dans les études que vous avez faites, même dans vos relations sociales. Moi, la première boîte que j'ai ouverte, j'avais 17 ans, c'était une entreprise d'événementiel qu'on a revendue 2 ans plus tard. Et en fait, ça m'a débloqué en fait tout un tas de trucs parce que depuis petit, je sentais que l'école était un truc qui était pas du tout naturel pour moi. C'était pas du tout naturel pour moi de respecter des règles ultra définies et de réussir à obtenir un résultat de ces règles-là. C'est quelque chose qui paraissait naturel pour globalement 60-70% des gens que je voyais dans les classes. Et il y avait ces 30% autres qui se sentaient un peu mal à l'aise avec tout ça. Certains pour des questions de flemmardise et dont je faisais partie aussi. Certains juste par pure inadaptation au système d'éducation actuel. Et ça peut peut-être parler à beaucoup d'entre vous parce que je sais que certaines personnes vont utiliser ce terme de « moi je ne suis pas scolaire ». C'était mon cas en tout cas personnellement. Et l'entrepreneuriat pour moi ça a été une porte de sortie en fait de retourner dans la jungle en fait. De retourner dans un monde où en fait la vérité est ultra violente et ultra radicale. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de ça fonctionne un petit peu, ça marche ou ça marche pas. Et ça c'est en fait quelque chose qui est ultra salvateur, surtout quand on est jeune. Et c'est pour ça que moi je ne peux que vous encourager à entreprendre jeune. C'est qu'en fait vous avez ces tartes dans la gueule dans l'entrepreneuriat que vous avez du coup à un âge où c'est ok de les accepter. Et se les prendre à 35 ans avec 2 enfants et des amis qui réussissent et qui ont construit des carrières sur 10-15 ans, c'est beaucoup plus difficile parce que là pour le coup quand vous serez tout en bas de la croissance ou de l'argent ou du succès, ce sera beaucoup plus difficile parce que les gens pourront être très 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 hauts dans vos entourages à ce moment-là. Et là pour le coup socialement c'est super difficile à encaisser. À l'inverse quand on est jeune, globalement, quand vous vous plantez, en fait, les gens à côté de vous, ce qu'ils vont faire de mieux, c'est des bonnes études ou un bon stage ou à la limite un très bon CDI. Donc en fait, la concurrence ou le gap, il n'est pas si énorme que ça. Donc en fait, à l'inverse, vous pouvez capitaliser sur un apprentissage qui est absolument énorme. Nous, avec Sixteen, on a lancé le crayon il y a un peu plus de 2 ans et ça a été ultra violent aussi au début parce qu'on a débarqué sur les réseaux sociaux. Et quand vous bossez et vous montez des vidéos jusqu'à 3h du mat pour que ça fasse 300 vues, je vous garantis que votre ego il en prend un sacré coup. Et ça vous fait une leçon ultra importante qui est que vous êtes obligé de commencer quelque part. Et cet ego-là, si vous l'avez dès le début, l'entrepreneuriat vous le brisera et vous permettra en fait de réagir sur plus que de l'ego, de l'orgueil, qui va être en mode je vaux mieux que ça, je dois faire mieux que ça. Et maintenant aujourd'hui, à l'inverse, la moindre vidéo qu'on publie va faire au minimum 20-25 000 vues, tout réseau confondu, et ça va aller jusqu'à 5-10 millions pour les plus grosses vidéos. Et ça, c'est des vidéos, on en publie globalement, on en publie quasi quotidiennement. Et c'est pour vous dire que, en fait, ça, c'est en 2 ans, 2 ans et demi de travail. Ça pourrait être beaucoup plus haut au bout de 5 ans, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, mais c'est pour vous rappeler qu'en fait, à ce moment-là précis, du moment du tout début, il n'y a rien en fait. Tout est à créer. Et cette méritocratie ultra violente, elle est assez sympa parce qu'elle permet de changer le pivot du oui mais telle personne a eu le job à ma place parce qu'elle avait des meilleures études ou parce qu'elle avait un piston ou ce genre de choses. Oui mais c'était une industrie vers laquelle cette personne-là était plus adaptée parce que ses études ou son parcours ou une langue étrangère qu'elle parlait a permis d'être pris. Là pour le coup c'est très simple. Si vous montez quelque chose, je vais juste prendre les plus gros exemples mondiaux, mais Uber, Netflix, Instagram, ce que vous voulez, en fait vous vous en foutez complètement de qui l'a monté. Vous vous en foutez que la personne qui l'a monté ait fait Harvard ou aucune école. Pourquoi? Parce que la seule question que vous posez, c'est est-ce que c'est utile et sympa pour moi à utiliser? Si oui, vous l'utilisez. Et donc, c'est l'entrepreneuriat en fait pour vous sortir en fait de la masse. Ça, c'est pour le côté cohorte un peu d'école, mais aussi vous sortir de la concurrence, un peu des silos de recrutement. J'ai vu le EY sur les gilets de l'assaut. En fait, si vous êtes en train d'essayer de postuler chez EY, vous allez avoir une concurrence de dingue. L'entrepreneuriat, la concurrence sera mondiale, mais en même temps, la vérité ne sera pas faite sur ce que vous avez fait auparavant. Elle sera faite sur ce que vous êtes très concrètement tout de suite en train de faire et de proposer aux gens.
Un petit mot après ce Ouais, beau discours. tout à fait. Et en fait, j'écoute tout ce qui est dit, je suis très d'accord sur ce que tu dis, Valran. Moi, sur cette question-là, j'essaie d'abord de réfléchir. Je me disais, l'entrepreneuriat, on peut le définir de façon assez business, c'est le fait de créer son entreprise. Mais je trouve que le côté un peu philosophique que tu as donné, Valran, je trouve ça pertinent. Et je vais raconter très rapidement mon parcours, et je pense que ça va pouvoir ajouter un petit peu de détails là-dessus ou un autre point de vue. Moi, quand j'étais étudiant, quand j'étais étudiant au lycée, moi j'ai toujours été passionné par le fait de lancer des projets. C'est-à-dire que j'étais pas forcément bon élève, j'aimais pas travailler pour l'école, j'aimais pas travailler pour le prof de musique, etc. Par contre, j'aimais faire des vidéos, j'aimais lancer des projets autour de la photo, j'aimais lancer une association, j'aimais lancer une chaîne YouTube, etc. J'ai toujours été passionné par les projets. Et en fait, petit à petit, bon évidemment, je continue mon parcours scolaire, mais c'est ce qui m'a poussé, en pleine alternance dans le conseil chez Accenture, à me dire, ok, là il y a TikTok, il y a un nouveau réseau social, bah tiens, je vais lancer un projet, je vais essayer de voir est-ce que moi, je suis capable d'être influenceur TikTok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai publié quelques vidéos, c'était l'année dernière, et en à peu près 2-3 mois, j'ai fait plus de 100 000 abonnés, et du coup je me suis retrouvé avec une communauté, avec une expertise sur un nouveau média social, et c'est ensuite comme ça que je me suis dit, en rencontrant mes associés, que j'allais du coup pouvoir lancer mon entreprise et accompagner les marques, et voilà, avoir une entreprise qui accompagne pas mal de marques sur TikTok, ce qui m'a permis de développer une plateforme, aussi une startup pour accompagner des marques. Donc le point qui est assez intéressant là, c'est, je dirais, l'entrepreneuriat, c'est de travailler pour soi, et du coup ça permet de vraiment d'être un peu en rupture avec le fait de, en effet, travailler pour l'école, travailler pour un prof, puis ensuite rentrer dans un autre cycle où on va travailler pour un patron, pour quelqu'un qui est au-dessus. Et c'est ça ce que tu disais, Valran, avec la réalité, c'est quand on entreprend, en effet, on se prend la réalité en pleine gueule, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas le filtre du prof, du boss, qui va interpréter la réalité de son boss, de l'éducation nationale et tous les filtres qu'il y a. Là, on lance un produit sur le marché, on s'adresse à son marché, et si c'est de la merde, bah, on le voit et ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, bah, on continue. Mais je dirais qu'il y a vraiment ce fait de travailler pour soi, et c'est quelque chose qu'on ressent. Enfin, ça veut dire que je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui a déjà lancé des projets où vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi faire pour faire, et je pense que ça c'est déjà un premier signe que vous avez cette appétence à entreprendre, et évidemment le but ensuite c'est de progresser là-dessus, et pas de le cacher, de dissimuler, de se dire je vais garder ça comme un hobby, voilà, j'aime la musique mais ça va être juste ce que je ferai après le taf, mais de se dire ok, est-ce que je pourrais pas en vivre, est-ce que je pourrais pas vivre de mes projets, et du coup avoir une vie qui en fait consiste à juste travailler pour soi parce qu'on touche une rémunération là-dessus. Si tu me permets de rajouter juste un mot là-dessus, sur la question du marché, en fait ça va être juste toute la question de tester plein de trucs, et c'est sur ces tests de plein de trucs que vous réussirez à créer de l'attraction. Et c'est en fait toute la phase avant que vous trouvez le moment où vous trouvez l'attraction, ça va être toute cette phase qui va être extrêmement douloureuse parce qu'elle peut être très longue, cette phase. Surtout quand vous êtes passionné et surtout quand vous lâchez pas. Mais alors, c'est quoi pour vous, dans votre parcours, le plus gros frein qui vous a été mis sur votre route, que ce soit un moment où il y a eu vraiment un déclic et vous avez failli arrêter, et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le suivant, Ouais, un frein, bah, comment dire? Pour moi, il n'y a jamais vraiment de frein, parce qu'au final, ça évolue. Déjà, mais avant de répondre à ta question, j'aimerais bien rebondir rapidement sur ce qu'ils ont dit. En gros, si vous voulez, un entrepreneur, si vous voulez, pour moi, c'est un pirate. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la piraterie. C'est vraiment en mode no bullshit. C'est-à-dire que c'est vraiment, les gars, c'est un truc très très simple. C'est souvent, on entreprend, par exemple, moi personnellement, j'ai entrepris plus par nécessité que par choix. Tout simplement, petite histoire rapide. Ma mère nous a pratiquement élevés toute seule, on n'avait pas de thunes. Pour autant, j'étais dans une école ultra bourgeoise où tous mes potes avaient 200 € d'argent de poche tous les mois, etc. Alors que moi, j'avais que dalle. Et je me suis dit, bah écoute, ego, je veux pas avoir ce complexe d'infériorité de dire vas-y, je suis moins bien que lui, etc. Je commençais à monter mes petits trucs, je faisais du resell de sneakers, je faisais plein de trucs comme ça un peu, tu vois, on connaît. Genre, je me démerde. Et après, au final, tu vois, tu commences à faire ces petits trucs-là, pas du tout corpo, vraiment à l'arrache, tu n'es même pas déclaré, tout, enfin, gros bordel. Mais au final, après ça développe de l'expérience, et après, tu as beaucoup plus la dalle. Ça, concrètement, c'est un peu ça. C'est juste de se dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est la piraterie. Au début, tu es tout seul à vouloir aller chercher un trésor, à vouloir aller chercher de la thune, tout simplement. Et en fait, à un moment, tu arrives à fédérer d'autres gens qui vont venir dans le bateau avec toi. C'est difficile au début d'arriver à fédérer des gens pour venir avec toi dans cette aventure. Mais avant tout, l'entrepreneuriat, c'est à quel point tu arrives à
fédérer d'autres personnes à venir avec toi dans un bateau, avec peut-être un gain à la fin. Mais c'est juste que toi, tu apportes la vision, tu crois, dur comme fer, et peut-être que tu y arriveras, et peut-être que non, mais au moins tu auras essayé. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat finalement, c'est juste ta liaison, t'as un truc chez toi qui te drive, genre un gros pourquoi je veux faire ça, et en même temps, t'as parfois un unfair advantage, c'est qu'en gros, t'as un skill spécifique, t'as un truc spécifique à ton caractère qui va faire en sorte que tu vas, entre guillemets, ou à ton parcours, qui va faire en sorte que tu as plus de chances que d'autres de réussir, parce que moi je vais vous le dire honnêtement, n'importe lequel d'entre vous, si vous partez sur un truc où vous êtes claqué, ben, vous n'allez jamais réussir. Prenez un truc où de base vous êtes déjà bon et jouez que sur ça. C'est vraiment, le jeu c'est pas de dire j'ai envie d'avoir la bonne note dans toutes les matières, c'est de dire moi je suis bon dans cette matière-là, ou je suis bon dans ce domaine-là, et on me juge que sur ça. Et après, à partir de là, forcément, comparé à d'autres qui partent sans avoir des prédispositions dans ce marché-là, vous allez juste les éclater, quoi. Vous allez les éclater, comme il le dit. Mais ouais, du coup, est-ce que tu peux avoir un truc qui a vraiment été un pivot? Qu'est-ce qui a été un pivot? C'est plus le côté ouais, je pense que le pivot, je le dois à un de mes mentors, Maxime Bondel, que vous connaissez. En gros, c'est un mec qui a monté un startup studio génial qui s'appelle The Stray Company. Et en gros, ça a été vraiment game changer dans mon entrepreneuriat, entre guillemets, de ma carrière entrepreneuriale. À partir du moment où je les ai rencontrés, parce qu'en fait, j'ai step up par rapport à mon réseau. Avant, je montais mon premier business quand j'avais 17 ans, j'ai college dropout en L1 parce que je commençais à générer 10-15 000 euros par mois. Et au final, ça m'a permis de college dropout. Mais sauf qu'en fait, j'arrivais pas à aller chercher plus parce que j'avais pas le réseau avec. Et eux, vraiment, ils m'ont apporté. Et du coup, dans l'écosystème parisien, ça m'a vraiment permis d'accéder à beaucoup d'autres gros entrepreneurs, etc. Là où j'avais pas du tout ce réseau-là avant. Donc vraiment, je pense que le pivot, c'était de me dire que avant, j'étais un freelance bien payé. Concrètement, j'étais un mec tout seul qui bossait tout seul et je gagnais bien. Mais maintenant, disons que je suis un grand entrepreneur et que j'ai une vraie société, quoi. Avec d'autres personnes avec moi dans le bateau. Au début, j'ai une petite barque, maintenant j'ai un beaucoup plus gros bateau. Pour rebondir sur ce que Sylvain vient de dire, selon moi, la composante principale de l'entrepreneuriat, elle est humaine. L'humain représente, on va dire, la composante la plus, on va dire, stimulante et le plus grand frein de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je parle par rapport à mon expérience en tant qu'entrepreneur sur les sociétés que j'ai montées, en ayant fait l'EDEC, une école de commerce, on ne possède pas toutes les compétences nécessaires à pouvoir monter des projets tech. Donc au départ, c'est, comme tu disais, c'est bien beau d'avoir la vision, de poser l'ambition, mais ensuite je pense que la réussite entrepreneuriale se passe au travers de rencontres humaines, de savoir fédérer de l'humain. J'ai eu la chance de rencontrer Valentin, qui est mon associé cofondateur, qui sort d'Epitech, qui a vraiment été pour moi un game changer dans mon aventure d'entrepreneur, parce que Socrate a été j'ai eu beaucoup de critiques et de freins au départ en disant c'est bien beau sur le papier, mais comment toi, Thibaut Jabour, ayant des compétences, on va dire, commerciales, financières, tu peux réaliser un projet de tech. Donc le frein principal, il est humain, et aussi les freins principaux de la vie, d'une démarche entrepreneuriale, c'est également, je pense, l'environnement social. C'est-à-dire que moi, en ayant fait les decks, il y a beaucoup de jugements. Je pense que ça dévie énormément d'entrepreneurs qui ont une forte ambition et ont une volonté de réussir, mais par rapport à une pression sociale, par rapport au regard de l'autre, abandonnent pour se rallier à la norme qui est la norme qui est propre à chacun, parce que pour moi la norme n'existe pas, la norme c'est vraiment propre à chacun, qui est de dire le monde actuel est fait de comparaison sociale, est fait de jugement. Et donc si on accorde de l'importance au regard de l'autre, en fait on ne fait plus rien dans sa vie. On se dit le moyen le plus simple d'être bien, c'est de faire comme tout le monde. Donc si je peux donner un conseil à ce niveau-là, c'est vraiment si vous avez une volonté ou une petite étoile au fond de vous qui vous pousse à vouloir entreprendre quelque chose, tentez, allez-y. Ne vous posez pas trop de questions parce que c'est en intellectualisant trop le sujet qu'au final on ne fait plus rien. Ouais, surtout qu'on sait le faire, ça.
Non, mais sur le pivot, un peu comme disaient Sylvain et Thibaut, ça a été après avoir déjà prouvé que j'étais capable de faire quelque chose. Je pense que c'est déjà la première étape dans laquelle vous devez vous retrouver, c'est vous prouver à vous-même. Ça peut être dans des projets associatifs, ça peut être dans des petits projets financiers, ça peut être dans des petits business, des trucs de resell ou même de la freelance. Vous allez prouver à vous-même qu'en fait la barrière elle n'est pas financière et que la barrière elle n'est pas de trouver des clients. Vous allez comprendre à ce moment-là qu'en fait le sujet principal c'est quelle est la direction long terme que vous allez donner à des compétences que vous vous êtes prouvé avoir. Et ces compétences-là, c'est des choses que vous développez, mais au début de l'entrepreneuriat, c'est souvent presque en fait des vitres brisées où en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'obstacle en fait. Il y avait juste à le faire. Et en fait, du coup, j'avais monté une boîte événementielle, puis une boîte de community management avec mon ex. Je ne vous recommande pas de faire ça. Et du coup, on a fermé la boîte parce que c'est devenu mon ex. Et à ce moment-là, j'avais prouvé à moi-même que j'étais capable de générer de l'argent, que j'étais capable de gérer des gens, mais j'avais monté que des projets qui en fait étaient des business de cash, quoi, des business qui étaient là pour gagner de l'argent. Et je me suis dit, ok, donc maintenant que je sais que je peux devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu lancer du coup le crayon avec Sixtine, Jules et Antonin. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, c'est juste une idée, une ambition, réunir la société politiquement et en fait 4 personnes qui ont lié leur destin. C'est là que je rejoins Thibaut sur la dimension humaine. La dimension humaine, elle est super importante, en tout cas dans le crayon et en tout cas dans notre style de boîte. C'est qu'en fait, la vision humaine, c'est ce qui va faire en fait que des gens vont se battre coûte que coûte ensemble. Il faut un mental d'acier pour se battre à 4, alors se battre tout seul, il faut même carrément être un cinglé. Et vous me faites peur si vous faites ça. Mais fondamentalement, le truc que nous on a mis en place, c'est vraiment cette espèce d'obligation de réussir à 4. Et il se passe quelque chose de fabuleux en fait quand vous êtes à plusieurs dans un projet, c'est qu'il y a le regard de vos associés dans ce projet-là. Et le regard de vos associés, c'est le regard qu'ils posent sur vous si, c'est con ce que je veux dire, mais si vous prenez une pause déj de 2 heures, si jamais vous sortez tard un soir de semaine, si jamais vous ne délivrez pas quelque chose que vous êtes censé délivrer. Ce regard-là, qui n'est pas forcément un regard de patron, mais qui est un regard de « tu me mets dans la merde moi, en fait, quand tu es en train de faire ça ». Donc en fait, ça te surresponsabilise. T'as plus de ouais, je suis entrepreneur, donc en fait, j'ai la vie que je veux et je peux partir en vacances que je veux. En fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est je dois à mes associés le fait d'être tous les jours au charbon, parce que si jamais je ne le suis pas, c'est pas seulement moi que je mets dans la merde, c'est eux également. Et cette promesse humaine, cette espèce de pacte tacite, encore plus quand vous entendez bien avec vos associés, c'est quelque chose qui en fait change tout, parce que quand vous ne vous battez pas pour vous, vous vous battez pour eux. Et c'est presque une logique un peu familiale en fait. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec vos parents, mais si vos parents vous disent là-dessus, en fait, c'est même pas pour toi, en fait, c'est juste moi que tu rends triste. En fait, c'est presque plus puissant que quand vous vous faites du mal tout seul en ratant vos contrôles, en fumant de la weed, en mettant des mines absolument dingues en soirée. Quand les parents me disent en fait, tu me fais peur, moi, vous changez de shift et c'est pour ne pas faire peur aux parents que vous allez ne pas le faire. C'est même pas pour vous. Et ça, je pense que c'est la même chose qui se passe dans l'entrepreneuriat avec les associés que vous avez. Après, moi, j'aimerais bien rebondir rapidement sur ce que tu as dit sur la famille. Et ben en fait, je suis clairement pas d'accord. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas une famille. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est une équipe de sport. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là la différence. Un mec de ta famille, même, je sais pas, si mon frère, je sais pas, il cambriole une banque ou je sais pas quoi, je vais jamais le laisser tomber. Même si c'est une grosse fiotte et qu'il fait de la merde. Mais par contre, c'est une équipe de sport. Si tu perds, on est tous là, on n'est pas là juste pour bien s'aimer, etc. Bien sûr, dans une équipe de sport, il y a de la solidarité, de la loyauté, etc. Par contre, on est là pour gagner. On n'est pas là, justement, on est tous là, tous ensemble pour gagner. Et c'est là où je rejoins Laurent sur le fait qu'on va gagner tous ensemble. Mais par contre, quelqu'un qui ne performe pas, malheureusement, il doit rester sur le banc. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté-là un petit peu, il faut vraiment prendre conscience de ça. Vos associés, oui, c'est vos potes, etc. Vous êtes dans la même équipe. Un associé qui vous empêche, vous, d'aller gagner, bah, il doit forcément se retirer. Et même à l'échelle individuelle, sans être forcément sur le fait d'être en équipe parce qu'on peut entreprendre seul, c'est aussi se dire que les responsabilités qu'on a sur nos épaules, elles sont maximales. Parce que quand tu as ton job, ou quand tu es à l'école et que tu fais une erreur, ou quelque chose se passe mal, ou tu foires un truc, ou au pire tu te fais virer, au pire tu as une mauvaise note. Mais là, dans ton business, s'il y a un truc qui se passe mal, en fait, c'est toute ta vie qui peut se retrouver renversée.
tu peux perdre un haut client qui fait ensuite que ta boîte elle a plus de valeur. Si tu arrêtes de travailler et que tu tombes malade, bah, ta boîte elle va tout simplement pas avancer, tes associés vont gérer. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir beaucoup de responsabilités et beaucoup plus que la moyenne sur ses épaules. Et je remarque, en tout cas avec les entrepreneurs que je vois, en fait, on aime avoir ces responsabilités, on aime se dire que chaque décision qu'on va faire dans notre vie, en fait, on a tellement de responsabilités et même, je dirais, de contraintes autour de nous que c'est là où on se trouve à être créatif, à devoir réfléchir et à vraiment apprécier le fait que chaque choix anodin, en fait, a du sens. Et sinon, par rapport aux freins, moi, par rapport à mon parcours, un des gros freins, je dirais que c'est se faire confiance et ne pas avoir que confiance dans le système. Et vraiment, ça veut dire que vraiment, je trouve que j'ai pas fait un truc de ouf dans la démarche. C'est-à-dire que moi, j'étais un mec en école de commerce, j'ai été influenceur TikTok pendant 2 mois parce que je faisais du contenu où je parlais de bouquins que je lisais. Et ensuite, je me suis dit, putain, en fait, maintenant, je suis expert TikTok, donc je vais appeler des marques et leur dire, bah, je peux faire ça sur ton compte. Je veux dire que le process est ultra simple, mais il fallait se faire confiance. Il fallait se dire, bah tiens, là, je vais sécher un cours parce que j'étais en alternance et je vais aller m'occuper d'un client pour faire un truc. Ou là, je vais dire fuck à mon patron chez Accenture parce que ce soir, j'ai pas envie de taffer et j'ai envie de m'occuper de mon truc. Et ça, c'est des décisions qui sont assez anodines, vues comme ça, mais en fait, additionnées, ça fait que j'ai pas eu peur de quitter mon alternance pour faire mon alternance dans ma boîte. Et puis après, j'ai pas eu peur de quitter mes études tout simplement et d'arrêter et de me consacrer à 100%. Donc vraiment avoir confiance dans ce qu'on fait, il ne faut pas créer les étapes, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais juste se dire qu'il y a un cheminement à suivre et que si tout se passe bien, à la fin, bah, je vais être à 100% sur mon entreprise. Et même si tout le monde autour de nous dit « Oh, t'as pas ton diplôme ou voilà, des choses comme ça, je ne suis pas venu en cours. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est réellement avec l'entrepreneuriat qu'on peut faire avancer ou faire changer les choses? Je vais commencer par Thibaut pour une fois. Très bonne question. Oui, pour moi, selon moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la démarche d'une mutation de notre société. L'innovation ne peut que venir d'une démarche entrepreneuriale. Tous les gros mastodontes qui tiennent aujourd'hui notre société innovent très difficilement, et on peut le constater. Leur stratégie n'est même plus d'innover en interne, mais plus de racheter de l'innovation dont la démarche a été entreprise par des jeunes, par des entrepreneurs, rarement par des... Parce que j'ai pas pu faire référence au sujet de tout à l'heure, mais il est vraiment beaucoup plus facile d'entreprendre jeune car quand on rentre dans le système, comme tu as dit Antoine, d'en sortir c'est très difficile. D'intellectualiser, de se dire est-ce que je suis en sécurité, je suis déjà dans mon confort de vie, ah bah ça y est, je dois acheter un appart, j'ai un emprunt sur la tête, ah bah ça y est, ma famille va arriver, mon premier enfant arrive. C'est des variables qui mènent à ne jamais entreprendre. Et l'entrepreneuriat est une expérience humaine tellement riche que automatiquement c'est le segment qui peut apporter une plus-value à la société de demain. Quand on voit le sujet de Sylvain qui me dépasse totalement, c'est pas du tout mon monde, mais le Web 3, on voit à quel moment la société dans son ensemble va pouvoir vraiment rentrer dans un nouveau monde. Ça, on ne détient pas la vérité. Moi, j'ai initié Platon parce que j'aime beaucoup la finance, j'aime beaucoup le monde de la crypto-monnaie. Donc moi, ma démarche avec Platon, c'est de pouvoir centraliser la gestion des monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies sur une même application, donc créer ce premier hub financier capable de mêler ces deux types de monnaies. Je commence à rentrer dans le Web 3, mais contre ma volonté, par rapport à ce que je maîtrise. Mais grâce à des personnes comme Sylvain, qui sont pour moi dans le futur, on va se le dire très concrètement, c'est par des personnes comme ça que les opportunités du changement de notre société peuvent venir demain, selon moi. Moi, je parlerais simplement de penser aux grands changements que vous avez vécu. Là, pour le coup, je prends même un exemple dans votre vie très quotidienne, quoi. Vous ne louez plus de films, vous allez sur les plateformes de streaming comme Netflix, Prime ou Disney+. Vous n'utilisez plus vos numéros de téléphone, quoi. Vous utilisez WhatsApp, Instagram, TikTok. Vous lisez plus beaucoup, moi je lis encore un petit peu, mais de moins en moins. Et en fait, tout ça s'est remplacé par les médias digitaux, dont on est un bon symbole. Et je prends du coup là notre exemple personnel, mais on ne lit plus du coup les programmes, en fait, on va sur Élise maintenant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va toucher plus de 6% des électeurs, en fait, totaux, ce qui est énorme en fait, en termes de score.
Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des entrepreneurs qui ont fait ça. Oui, les politiques changent des choses, mais les politiques, en fait, adaptent la gestion du pays en fonction de ce que les entrepreneurs ont cassé, en fait. Et ont cassé parfois en bien, parfois en mal, mais en tout cas ont cassé, et définitivement, irrémédiablement. Uber a été illégal pendant 6 ans. Au final, vous commandez un Uber, vous ne prenez pas un taxi. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est le fait de laisser le naturel du consommateur prendre le pouvoir sur les règles qui ont été dictées. Et après, c'est les politiques qui suivent avec les règles qu'ils essaient de fixer pour faire des arbitrages entre tout ce vaste chaos qui a été créé. Mais l'entrepreneur, il n'est pas là pour réussir ce chaos, c'est le rôle du politique. L'entrepreneur, il est là pour créer ce chaos. Il est là pour faire la différence, pour faire pivoter les choses. Et tu prenais l'exemple du Web3, Thibaut, et je suis totalement d'accord. Au final, le Web3 va devenir un méga sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, il y avait des manquements dans la société. Mais pour moi, il y a un sujet du Web3 dont on parle de moins en moins alors que c'est le sujet initial, qui est le sujet de la blockchain. La blockchain, à la base, c'est une certification décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de tiers de confiance, il n'y a plus besoin d'un banquier derrière son ordinateur pour s'assurer qu'une transaction est valide et legit. C'est un changement majeur parce que ça veut dire qu'en fait, on détruit le pouvoir du banquier de décider à notre place. C'est la blockchain de manière autonome qui va pouvoir le faire. Et ça, c'est des sujets où c'est les entrepreneurs qui vont les porter. Jamais les banques auraient envie de le faire pivoter alors même qu'ils ont le monopole là-dessus. Jamais les politiques ont intérêt à s'en mêler alors même que les gens se plaindraient. Donc la meilleure chance que la société avance dans l'innovation, c'est que l'entrepreneur prenne un sujet, conquiert des clients, puis fasse grossir un marché. Et c'est là qu'une norme va réussir à changer. Mais en tout cas, ça sera à la base une norme de consommation ou d'usage. Et c'est après, derrière le reste de la société qui s'alignera ou pas, d'ailleurs, derrière ce genre de pratique, de procédé ou d'innovation. Tu veux ajouter quelque chose, non? Tu veux que je garde le Web3? Ouais, vas-y. Avec plaisir. Ok. Déjà, moi, j'aimerais bien savoir, ici parmi vous, qui ici a déjà entendu parler des NFT? Ok, c'est déjà pas mal. En gros, et qui ici sait ce que c'est qu'un NFT, réellement? Genre, pas juste qu'il puisse me sortir un jeu de nom, quoi. Bon, déjà, je pense que je peux expliquer rapidement. Déjà, premièrement, un NFT, c'est un non-fungible token, mais ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire qu'en fait, c'est un token qui est unique. Il faut juste se dire ça. C'est pas une image d'animal moche. Ça, c'est l'usage qu'on en fait. Mais avant tout, si vous voulez, c'est juste, concrètement, un token comme un bitcoin. Un bitcoin, tu peux l'échanger contre un autre bitcoin. Un NFT, tu peux pas l'échanger contre un autre NFT. Aussi simple que ça. Et NFT, ça a quoi comme usage? Majoritairement, l'usage, entre guillemets, c'est un peu un abus de langage, mais si vous voulez, les NFT actuellement, c'est une manière d'authentifier une œuvre ou un objet digitaux. On va faire simple. Web 1, c'était quoi? C'était lire, si vous voulez. Avant, vous pouviez juste lire, etc. Vous ne pouviez pas produire de contenu. Le Web 2, avec Instagram, Facebook, etc. et Google, ça arrivait justement à lire, écrire. Maintenant, vous pouvez commencer à produire et également consommer du contenu. En fait, le Web 3, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une nouvelle dimension. En fait, c'est lire, écrire, posséder. Et en réalité, ça, c'est quelque chose que tout le monde est en train d'un peu mystifier, etc. Alors qu'en vrai, ça existe depuis un petit moment. Pour tous ceux ici qui ont déjà joué à un jeu vidéo, ton skin, etc., tu le possèdes dans ton jeu. Mais le problème, c'est qu'il y a un tiers de confiance. C'est en mode, je sais pas, si tu as un skin dans League of Legends, et bah du coup, si tu te fais ban ton compte, bah, tout ce que tu attends, bah, même si tu as mis 5000 balles, bah, tu le perds. Là, la différence, c'est que concrètement, vu que c'est indexé partout, bah, du coup, de manière décentralisée, bah, ton skin, il t'appartient réellement, et tu peux décider de le vendre pour en faire ce que tu veux. Et c'est juste ça que ça amène au Web3, c'est juste ça amène le fait que concrètement, de base, le Bitcoin, c'était venu d'une initiative de se dire qu'en fait, on n'a plus envie que notre argent soit, entre guillemets, ait besoin soit entre les mains d'un tiers de confiance que sont les banques, qui est le fait que concrètement, d'avoir 1 million d'euros dans ton compte, quand tu passes ta carte, tu demandes quand même l'autorisation à ta banque de faire passer ton paiement, en fait. C'est ça, ton paiement accepté ou refusé. Et en fait, via crypto, ça n'existe pas ça. Via crypto, c'est juste, tu as ton argent, tu payes, il n'y a personne qui décide si tu peux l'utiliser ou non. L'argent que tu as en banque de base, en fait, les banques de base, elles ont 30% de l'argent qu'elles disent avoir, et tout le reste, c'est que des dettes qu'elles ont vis-à-vis des autres banques. Entre guillemets, l'argent que vous avez dans votre banque, s'il y a marqué, je sais pas, sur votre compte en banque, c'est juste une information dans la database de la banque qui dit « Ok, on lui doit tant d'argent ». Mais en réalité, vous ne l'avez pas vraiment, quoi. Et c'est pour ça que c'est fortement problématique quand tu as vraiment beaucoup de cash de le retirer. Alors qu'en crypto, tu peux très bien faire un virement de, je sais pas, autant que tu veux, tu vois. C'est que tu peux faire un virement d'1 milliard, comme on va faire un virement de 10 centimes, ça revient exactement la même chose. Parce que c'est ton argent et
et tu le possèdes. Et aussi, la crypto, ça permet quoi? Ça permet de tout simplement, demain, l'État il veut bloquer ton compte, ou la banque, elle t'aime pas, je sais pas, mettre des frais ou tout ce que vous voulez, ça c'est pas possible. Si tu permets de rajouter un truc, moi c'est à ce moment-là que j'avais compris l'ampleur en fait de la crypto, parce que j'en avais interviewé un mec qui s'appelle Gauthier Villa, qui avait parlé de crypto sur Crayon, et il avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué. Je disais, oui ok, donc la crypto très bien, en fait ça permet d'avoir des monnaies alternatives, trop cool. Il me dit non, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est, toi t'es en France, t'es en euros, donc t'es en mode bon, la monnaie très bien, c'est gentil, c'est utile, je peux payer mon déjeuner, tout va bien. Il se passe quoi quand t'es au Liban, quand t'es au Turquie, quand t'es en Inde, quand t'es au Pakistan? À tout moment, là, très récemment en Russie, à tout moment ta monnaie elle part complètement en couille en fait. Et à ce moment-là, tout l'argent que tu possèdes, tous les biens immobiliers que tu possèdes, tout ce que tu possèdes est dévalué. Et en fait, c'est là que la crypto intervient, parce que si ton argent tu le détiens en crypto, c'est au niveau mondial que ça valorise cette monnaie-là. Donc en fait, l'instabilité de ton pays sera remplacée par la stabilité mondiale d'une monnaie décentralisée. Et ça, je pense que c'est ce qui permet le mieux de comprendre l'intérêt d'une crypto-monnaie au-delà d'un scope très européen, parisien. C'est qu'en fait, le Liban, ils ont pris un x15 en monnaie dans les 2 dernières années. Ça leur a permis, ceux qui avaient les cryptos, de ne pas perdre en fait, leur argent et de ne pas voir leur fortune en cash divisée par 15. Sa fortune en cash divisée par 15, ça vaut quand même le coup de l'avoir en crypto. Et c'est donc du coup ça le sujet. Ça permet en fait de mondialiser la crypto et sortir aussi, mais ça c'est plus technique et en fait moins réel, moins concret pour nous quotidiennement, mais sortir aussi des imprimeries de billets de la Fed ou de la BCE qui en fait contrôlent la planche à billets et permettent de réinjecter de l'argent en phase de relance, mais qui en fait qu'il y a de l'inflation. Et je pense que vous l'avez vu là, ces dernières années, le prix de l'énergie, bon, pour d'autres raisons aussi, c'est plus cher, le prix de la bouffe quotidienne c'est plus cher, parce qu'en fait avec le Covid on a injecté énormément d'argent. Alors, je me permets de rajouter quelque chose. Donc, par l'initiative que j'ai eue avec mon associé de lancer Platon, moi j'ai compris 2 choses. C'est-à-dire que le monde de la crypto-monnaie, demain, apporte un modèle de finance décentralisée, certes, oui. Mais aujourd'hui, on est dans une transition de notre société, c'est une mutation sociétale énorme qui, il y a énormément de freins, il y a des réglementations qui vont se mettre en place. Il faut savoir que les monnaies fiduciaires, quand elles ont été émises auprès du grand public, ça a été basé sur l'or. Donc ça a été basé sur une valeur réelle. Malheureusement, bon, je n'ai déjà pas tout le savoir sur le sujet, aujourd'hui le monde occidental est le monde qui possède le moins d'or. Donc il faut savoir qu'il y a un nouveau système monétaire qui s'est développé en parallèle entre la Russie, la Chine et le Brésil, la Chine et la Russie possèdent près de 60% du stock d'or mondial, et elles ont créé un système monétaire complètement parallèle, mais basé sur une valeur réelle. La problématique et l'opportunité du coup de cette mutation sociétale en Occident avec la crypto-monnaie, c'est de se dire que, vu que nous ne possédons plus ce pourquoi on a émis nos monnaies fiduciaires en Occident, la crypto-monnaie paraît comme quelque chose de logique. Mais elle remet également en question la possession et le contrôle du système monétaire occidental par, on va dire, le lobbyisme bancaire qu'on connaît. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 banques. Les néobanques ne sont pas des vraies banques. C'est-à-dire c'est principalement que des intermédiaires qui bénéficient des agréments de plusieurs partenaires ou de banques qui possèdent cet agrément bancaire, car il est impossible aujourd'hui d'obtenir un agrément bancaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette mutation de notre société donne énormément d'opportunités, et si je peux vous donner un conseil, c'est de vous intéresser de plus en plus à ce monde de NFT et de crypto-monnaie, car le monde occidental, pour moi, c'est comme une évidence demain qui va passer le pas et en faire sa norme. S'il vous plaît, si vous vous intéressez à ce marché-là, essayez d'éviter de faire comme tous les dropshippers, etc. Enfin, les dropshippers très cool, mais un peu tout le côté un petit peu, vous voyez, animaux moches, toutes les collections NFT, etc., avec des animaux dégueulasses, qui n'ont aucune utilité, qui sont paqués sur rien, qui sont faits juste de manière cupide. En fait, il faut se dire qu'un projet NFT de base, c'est pour lever des fonds pour ton projet. Tu fais une collection pour lever des fonds, c'est-à-dire qu'il y a des collections qui vont faire sold out, vont faire 18 millions, et depuis quand tu lèves des fonds, tu te barres avec la moitié du cash. Genre même les 3/4 du cash, même pour la totalité. C'est au début des startups un peu du coup aussi. Ouais. Du coup, concrètement,
Voilà, faites attention un petit peu à ça, etc. Déjà, premièrement, tous ceux qui vous disent qu'il faut un métaverse, vous voyez, tous les trucs comme ça un petit peu, c'est que du bullshit. Il n'y a personne qui sait faire un métaverse actuellement. Les technos, même hardware, ne sont pas du tout au point. C'est red flag direct. Et la plupart des collections qui sortent là actuellement, c'est que des mecs qui veulent faire des trucs ultra cupides et qui sont baqués sur rien du tout. Donc concrètement, les NFT c'est une tech géniale, mais si vous voulez faire des choses, faites-le entre guillemets pour que ça apporte des nouvelles choses et que ça ait du sens et que ce soit entre guillemets, des vrais produits qui fédèrent des vraies communautés, quoi. C'est se dire qu'en fait, vous voyez, les Discord à 200 000 ça n'existe pas. Franchement, juste ça, les Discord à 200 000 ça n'existe pas. Les mecs qui sont dedans, c'est que des bots, etc. Enfin, tellement de. Le marché il est ultra nouveau, donc il y a énormément de scammers, énormément de personnes qui font un peu n'importe quoi. Mais par contre, là maintenant, ça laisse l'opportunité à des personnes qui veulent faire des projets vraiment sérieux de venir justement faire la différence. Et très rapidement, ce qui est assez dingue, c'est aussi la majorité des choses qu'on entend à la télé ou autour de nous, c'est principalement lié aux régulateurs, au gouvernement, qui se posent pas mal de questions sur le sujet. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la techno, en fait, elle est vraiment ouf et ça permet justement de pouvoir faire des échanges sans avoir un tiers de confiance, de pouvoir détenir, vraiment posséder ces crypto-monnaies, donc en fait de l'argent. Et ça, c'est un gros problème évidemment, et on peut le voir déjà sur les NFT où en fait la capacité de contrôler les échanges est assez compliquée, la traçabilité est quasiment nulle, et c'est pareil tout simplement sur les cryptos, parce que en fait, même d'un point de vue de la fiscalité, d'un point de vue de la régulation, d'un point de vue des activités qui ne sont pas légales, c'est très difficile de surveiller. Donc la technologie, elle est bonne et elle a plein de bons usages. Maintenant, évidemment, pour les gouvernements, et je pense que c'est ça qui va vraiment prendre du temps plutôt que l'évolution de la technologie en elle-même, qui en soi n'a pas forcément, qui évolue, mais je veux dire, les fondamentaux de la blockchain ont été faits en 2008, et ça va plutôt être vraiment des gros efforts avec le gouvernement. Je pense qu'il y aura pas mal de choses de lobbying aussi pour réussir à faire passer ça, et que voilà, ça puisse être quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans la vie de tous les jours, qui soit plus démocratisé, qu'on n'ait pas les freins qu'on a à l'heure actuelle. Après, il y a un flou juridique. Après, il y a un flou juridique parce qu'au final, c'est ultra nouveau et les États n'ont pas encore le temps de s'adapter. Il ne faut pas oublier qu'en fait, la blockchain, de base, c'est un registre public. C'est un registre où en fait, toutes les transactions sont marquées dedans. Donc n'importe quel mec qui fait de la merde, etc., et qui pense qu'il ne sera jamais retraçable parce que tout simplement, l'État ne se penche pas encore là-dessus, il va vite s'en mordre les doigts quand finalement, on peut retracer ton historique à vita aeternam, en fait. C'est concrètement, à partir d'un moment, on va juste te dire « Oh putain, là, il y a une transaction bizarre, je vais te retracer, je vais trouver le mec, et c'est bon. Même si tu as fait ton truc il y a 5 ans, on va te retrouver, tu vois. » Et c'est ça, c'est qu'au final, la blockchain, c'est entièrement public. Donc les personnes qui pensent qu'ils ne vont pas pouvoir se faire retracer, oui, pour le moment, tu ne te fais pas retracer, parce qu'au final, les États ne sont pas encore assez développés sur le sujet, mais sauf qu'au final, ils pourront prendre le temps qu'ils veulent, parce que même s'ils le font dans 50 ans, ils pourront venir les retracer 50 ans avant, quoi. Mais il sera déjà dépensé de cash. Ouais, mais... tu pourras toujours le retrouver. Tu pourras toujours retrouver des gens. Non, bien sûr. Moi, je voulais basculer un peu du Web3 et parler même de cette globalisation de l'innovation et parler un peu de ce que tu fais aussi avec Kills. Je pense qu'en fait, la question de l'innovation, ça va être en fait, surtout de toujours commencer à essayer de se dire comment on peut optimiser tous les systèmes qui existent. Et en fait, le Web3, c'est une optimisation de l'Internet, mais du coup des systèmes de paiement, de la monnaie et tout. Mais en fait, c'est presque le raisonnement fondamental que vous devez avoir. C'est-à-dire que le raisonnement fondamental que vous devez avoir, c'est un raisonnement de comment réussir à se positionner là où il y a de l'optimisation à faire. Et par optimisation, j'entends dans des systèmes de fonctionnement. Je vais prendre l'exemple d'Antoine, mais sur l'influence. En fait, aujourd'hui, on paye des influenceurs pour qu'ils nous fassent de la promotion dans du marketing d'influence. Sauf qu'en fait, à moins de vouloir s'afficher avec un influenceur en particulier, ce qu'on veut surtout, c'est faire des vues. Donc en fait, l'innovation à faire à ce moment-là, ce serait de se dire comment créer un outil qui permet de créer du marketing d'influence basé sur les vues et pas basé sur les influenceurs ou les abonnés. Parce qu'en fait, le nombre d'abonnés, c'est pas le plus important. Mais bon, je préfère te laisser raconter ce que c'est. C'est exactement ça, c'est prendre une situation, enfin un marché, une problématique que peut avoir, qui peut exister, donc que peut avoir un consommateur ou une entreprise, et de se dire ok, comment moi je peux y répondre au mieux, qu'est-ce que le marché a à offrir et du coup qu'est-ce que je peux apporter là-dessus. Et nous, sur ce que disait Valran sur le marché de l'influence par rapport à la startup qu'on a montée, en fait la majorité sur le marché de l'influence des influenceurs sont en agence. Ça coûte très cher, il y a un peu une bulle sur le marché, donc quand une entreprise veut bosser avec des influenceurs pour avoir des publications, ça coûte assez cher.
Et du coup, les solutions qu'il y a, c'est de passer par une agence, passer par Slick, l'agence qu'on a montée, mais là aussi, il y a des coûts humains qui sont assez importants. Donc on s'est dit comment on peut adresser du coup un marché d'entreprises qui n'ont pas forcément des gros budgets, et je prends par exemple l'industrie de la musique parce qu'on a commencé là-dedans, pour leur permettre de lancer des campagnes d'influence, des campagnes tout simplement, qui vont leur permettre de faire découvrir leurs produits ou, dans le marché de la musique, leur musique. Et donc le principe, c'est d'avoir une plateforme qui va répertorier pas mal de créateurs, de nano-influenceurs, vous et moi, en fait, n'importe qui peut se créer un compte et se connecter sur la plateforme. Et donc les labels de musique, quand ils ont une musique qui sort, lancent un challenge et en fait appellent toute la communauté à publier du contenu. Tout le monde décide de publier du contenu parce que les 10 premiers qui font le plus de vues sont rémunérés. Et du coup, ça permet de bypasser ce fait que les labels et les marques passent principalement par des influenceurs pour faire des campagnes, parce qu'en réalité, vous et moi, sur TikTok, grâce à l'algorithme qui ne prend pas forcément en compte le nombre d'abonnés qu'on a, si on fait une bonne vidéo, on est capable de faire des vues. Donc on est capable d'avoir de la valeur pour une marque, pour un label, on est capable de mettre en valeur un produit ou une musique. Et donc c'est comme ça qu'on apporte cette solution en SaaS, donc de façon digitale, sans interface humaine, avec simplement une interface digitale. Donc juste sur le raisonnement là, c'est un peu le raisonnement classique, c'est vraiment identifier une problématique, comprendre le marché et voir comment on peut s'y insérer parmi toutes les autres solutions qu'il y a. Et évidemment, il va y avoir des concurrents. Et ça, c'est un peu toujours le cas. Et s'il y a des concurrents, c'est sain. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui adressent cette problématique-là et que c'est rentable. Et donc, on peut développer une entreprise là-dessus. Nous, quand on a lancé ça, on avait vu des concurrents, pas sur le marché français, mais sur le marché anglo-saxon. Et même quand on a lancé notre agence TikTok Slick, c'était en 2021. À l'époque, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Il y avait quand même déjà des acteurs qui commençaient à se positionner dessus. Donc voilà, la concurrence est saine et c'est aussi un bon marqueur quand on est sur un marché porteur. Et puis ça te challenge s'y faire mieux qu'eux, donc c'est pas mal aussi. Et juste un point sur les industries et les concurrents. Si votre industrie, elle vaut, je n'importe quoi, 100 millions d'euros par an et qu'elle va passer à 500 millions d'euros par an dans 3-4 ans, c'est pas grave qu'il y ait des concurrents, il y aura du business pour tout le monde. C'est sûr. Après, moi, j'aimerais bien rajouter une petite précision. Si un de vous a envie de lancer un business, etc., il faut comprendre qu'il y a deux types de business, si vous voulez, le business de produit et le business de service. C'est concrètement, le business de produit, c'est de dire, je vais build une app, je vais build un produit, etc., je vais le vendre. Et un service, c'est juste de se dire, écoute, je sais faire un truc que les autres ne savent pas faire et je vais le faire pour eux. Et ben, croyez-moi que les business de service, c'est 50 fois plus facile que les business de produit. Parce qu'en fait, les business de produit, tu te confrontes à un truc qui est extrêmement difficile, parce que tu dois réussir à convaincre énormément de gens, le côté consumer, de venir utiliser ton produit, et ton produit il doit répondre parfaitement à leurs besoins, parce qu'ils sont ultra exigeants. Un business de service, c'est quelque chose d'assez simple. Si tu arrives à convaincre le mec en face de toi, parce que tu sais pas, t'es tchatcheur, etc., tu arrives à le convaincre que tu es le meilleur dans ce que tu fais, et ben tu peux le close et pour faire des gros contrats, etc. Concrètement, tu vois, si tu as une compétence rare, tu peux signer des prestats, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'euros juste parce que tu as réussi à convaincre un mec en face de toi qu'en fait tu arrives à lui proposer quelque chose d'intéressant. Donc concrètement, en fait, un business de service, c'est assez simple. N'importe lequel d'entre vous pourrait le faire. C'est juste de se dire, écoutez, vous développez, premièrement, vous développez une compétence où vous allez être bien meilleur que le marché dans un marché où il y a énormément de demandes, par exemple le Web3, l'influence, etc. Vous prenez ça, vous dites, écoutez, je prends un mois, je prends toutes les ressources que je trouve sur Internet et je me forme de ouf. Ensuite, après ça, je sais pas, vous créez un petit profil LinkedIn, vous démarchez plein de gens qui sont intéressés par votre truc. Petit tips, notez, ce truc, c'est une extension qui s'appelle Prospecting, ça permet d'automatiser les DM. Les DM sur LinkedIn et ça permet de venir DM 100 personnes en automatique et pour les sourcer. Sur ces 100 mecs, franchement, tu passes 100 calls, t'en closes 3, tu te fais déjà 10 000 balles. C'est juste de dire ça. En fait, pour vous expliquer, en gros, alors qu'un produit, c'est quoi? Tu passes 6 mois à développer un truc pour que peut-être ça marche auprès de tes users. En fait, c'est que quand tu fais du service, tu te confrontes immédiatement à ton marché. Et en fait, tu peux adapter ce que tu offres, le problème que tu résous. Donc là, on fait la technique de Sylvain, bam, j'ai 3 personnes. La première, elle veut quelque chose, bon, c'est pas exactement ce que je fais, mais je peux apprendre, mais je peux passer plus de temps, mais je peux outsourcer à un freelance ou à un pote, je peux m'adapter. Et donc, je me confronte immédiatement à mon marché. Ensuite, je termine la presta, ça se passe bien, ok, ça se passe bien, super, ça se passe pas bien, j'améliore ça, etc. Donc, c'est une approche qui, évidemment, prend du temps humain. Alors que quand on est sur un produit, en fait, il faut justement, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on commence d'abord avec du service, pour ensuite pouvoir passer sur du produit. Je prends par exemple l'exemple d'Uber.
avant d'avoir leur plateforme, vraiment ce qu'on connaît, tout simplement c'était juste une interface. Et en fait quand on appelait un taxi, c'était le fondateur d'Uber qui décrochait et qui allait booker un mec pour aller faire ça. Donc c'était du service. Et en fait évidemment c'était pas quelque chose de scalable, ça veut dire qu'il y avait toujours un humain qui devait venir pour booker le taxi, etc. Mais ça permet au moins de valider très rapidement le marché et de valider s'ils sont un potentiel produit qui peut arriver. Parce que le produit, c'est une affaire d'industrialisation, ou plutôt de standardisation. Ça veut dire qu'il faut avoir une offre où on sait qu'elle ne pourra pas couvrir tout le monde. C'est une offre qui est figée et on ne peut pas la modifier si un client, ça ne passe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un marché qui a vraiment un besoin qui est similaire, une niche, comme on va dire. Ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, 20 000 entreprises, c'est déjà pertinent, c'est déjà une niche. Et de se dire, ok, je vais construire un truc qui correspond parfaitement à leurs besoins. Des entreprises qui ont entre 100 et 200 employés. Des entreprises qui sont dans telle industrie. Parce qu'en fait, une fois que le produit est développé, c'est pas sûr qu'on ne peut pas le modifier, on ne peut pas brancher un bot pour bosser sur le client. Non, en fait, ils sont censés répondre, le produit est censé répondre parfaitement aux besoins du client et de la niche. Est-ce qu'avant de terminer, vous auriez des questions? Mais avant de vous poser... Enfin, moi j'avais quand même une question pour savoir, juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui font de l'entrepreneuriat ici? Ouais. Ok, intéressant. Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez des questions, par hasard? Une vraie question, c'est pas grave. Non. Ouais. Peut-être sur, vous en avez un peu parlé, mais quelle était avant de vous lancer votre connaissance du marché? Est-ce que vous avez déjà étudié, vous connaissiez des boîtes qui existaient, qui faisaient pas forcément la même chose, mais quelque chose de similaire? Est-ce qu'il y a aussi ce travail-là en amont avant de se lancer? C'est très clivant ce que je vais dire. Après, je pense que vous allez commencer à comprendre. C'est que n'importe quel mec qui fait une étude concurrentielle, c'est un loser. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, tu commences à faire un truc, si tu commences à te benchmarker sur d'autres mecs qui sont déjà là, tu n'offres pas du tout en fait. C'est qu'en fait, il faut vraiment se dire, écoute, tu as un problème, tu vas venir apporter ta manière des choses, entre guillemets ta vision des choses pour lui apporter une solution, et c'est comme ça que tu vas apporter quelque chose de nouveau, parce que finalement tu vas le faire à ta manière. Et du coup, il y a plein de manières de répondre à un problème, mais si toi tu le fais à ta manière, déjà vraiment tu seras beaucoup plus à l'aise à le faire, et en plus de ça, c'est la meilleure manière d'innover en fait. Alors que si tu commences à juste te dire, eux tous ils font ça, je vais réussir à faire un truc pareil, tu vas faire juste un truc, tu vas faire une contrefaçon cheap de ce qu'ils font, et tu vas même pas comprendre les fondamentaux de pourquoi tu le fais. Et surtout, toutes les écoles t'apprennent à faire ça, mais ce qui est assez marrant, c'est que les gens qui t'apprennent à faire ça, eux-mêmes ne font pas d'entrepreneuriat, ils ne s'y connaissent pas du tout. Donc en fait, c'est bien, mais n'importe quel entrepreneur te dirait que oui, ça peut être utile, mais tu peux complètement te lancer sans vraiment faire de vrais benchmarks. Intéressant évidemment de regarder un peu par curiosité, mais t'as pas besoin de te faire un Excel des détails de tel truc. En fait, à la fin, ça sert strictement à rien, t'avances pas, et ça te démotive plus qu'autre chose. Parce que s'il y a beaucoup de concurrents, t'as pas très envie de le faire. Et s'il y en a peu, t'es en mode, c'est peut-être pas un marché qui vaut le coup. Parce que du coup, t'as pas assez encore à l'époque, enfin peut-être t'as pas assez confiance en toi pour te lancer. Si tu te dis qu'il n'y a pas assez de concurrence, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, non, il faut pas. Enfin, moi je suis contre. Maintenant, je pense pas qu'il parlait forcément de benchmark, parce que moi, c'est un truc que j'avais pendant mes études et auquel j'ai remarqué rapidement. C'est en mode, ok, je sais que je peux lancer des trucs, etc. Mais pour que je réussisse à trouver un besoin, une problématique à laquelle je réponds, il faut quand même que je connaisse le marché. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, avant de te lancer, je sais pas, je sais pas, créer une application comme Airbnb, je prends un exemple que tout le monde connaît, voilà, il fallait avoir une connaissance quand même du marché, du tourisme, du marché hôtelier. Donc c'est vrai que, en effet, avoir ce genre de connaissances, ça va aider, tu vois, je sais pas si tu as été consultant dans un domaine sur la blockchain, évidemment, tu vas avoir un bagage de connaissances qui va te permettre de mieux connaître le marché, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit être limitant, parce que tu peux toujours, par toi-même, apprendre en fait à avoir ces connaissances. Ça te fait juste gagner du temps. Voilà. Mais c'est apprendre et passer à l'action, c'est apprendre et se confronter au marché en même temps. Tu apprends en décrochant ton téléphone et en appelant des potentiels clients ou des gens, des entreprises pour savoir, ok, actuellement quel type de problème vous avez quand vous faisiez telle tâche, etc. Et tu creuses. Mais donc, faut pas rester sur la théorie du benchmark et tout, ça c'est du théorique, c'est pas du concret. C'est exactement ce qu'on nous apprend dans les écoles. Déjà, il ne faut jamais faire de business plan. Concrètement, il n'y a aucun entrepreneur qui fait un business plan, les gars. Très clairement, un business plan, ça ne sert strictement à rien à moins que tu aies envie de monter une boulangerie. Tu vois, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Pour le dire dans des termes un peu moins clivants, mais je suis totalement d'accord avec toi. En gros, vous faites un business plan, c'est que vous êtes en train de monter une usine ou vous êtes en train de construire un truc qui coûte 5 millions à faire. Mais aujourd'hui, la barrière à l'entrée entrepreneuriale,
90% des projets que vous lancerez est ultra faible. Donc un business plan, c'est d'abord vous tombez amoureux du problème et vous signez des clients sur ce problème-là. Et tu perds en flexibilité parce que justement, quand tu es sur un business plan, tu vas plutôt chercher à répondre à ton business plan plutôt que de répondre à tes clients. Et donc en fait, tu t'entreprends pour ton business plan, pour ton BP, pour peut-être les banques, mais du coup, tu t'éloignes vraiment du besoin client. Si le client, si tu vois que le marché il change, tu as un concurrent qui arrive, bah, tu t'adaptes tout simplement. Tu n'es pas obligé de suivre tes chiffres. Si tu veux changer ton business model carrément et passer sur un business model à la subscription ou lancer justement un produit plutôt que faire que du service, mais être sur quelque chose d'hybride, bah, tu as cette flexibilité-là. Et je pense que dans ta tête, c'est plus simple quand tu dis j'ai pas fait de BP. Moi, ce qui compte, c'est de répondre aux besoins de mes clients, d'être rentable. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'analyse financière, mais juste ne pas se projeter sur 5 ans parce que de toute façon, le marché évolue tellement vite. Puis surtout, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout quelque chose de théorique. T'as pas un plan à suivre et à la fin, si tu fais tout bien, tu es sûr de réussir. Donc en fait, suivre un business plan qui est quand même un truc assez théorique et logique, bah en fait, ça va pas du tout ensemble. Donc, En fait, c'est de rester sur le terrain connu, en fait. C'est de se créer une image mentale de ce que c'est de se lancer et de se dire putain, là, je suis à l'aise. Ah ouais, j'ai fait mon BP sur Excel, je maîtrise super bien les fonctions, les VLOOKUP sur Excel, et j'ai fait un truc, putain, ah ouais, je suis à l'aise, je suis bien, franchement, c'est cool. Non, parce que ça, en effet, on peut être à l'aise, on peut se rassurer. Mais il ne faut jamais se dire, je vais essayer de me rassurer. Il faut justement se dire, je vais sortir de ma zone de confort, je vais faire réellement ce qu'ont besoin les clients, tout simplement les clients. Et en effet, souvent, c'est ça qui nous fait sortir de notre zone de confort, apprendre de nouvelles choses, pivoter, se remettre en question, pleurer un bon coup et repartir. quel beau mot de la fin. Pleurer un bon coup surtout. Justement, plus t'es inconfortable, c'est dans l'entrepreneuriat, etc. Tu dois être à l'aise avec le fait d'être dans le chaos, tu dois être à l'aise avec le fait d'être confortable. Parce que n'importe quel truc qui sont entre guillemets vanity metrics, eh ben, ça sert strictement à rien. Concrètement, déjà, premier truc aussi, vous voyez, des fois, vous voyez sur LinkedIn des startups qui lèvent, je sais pas, 3 millions, 4 millions, etc. ou des trucs dans le genre, ben ça c'est de la grosse merde. Parce que concrètement, pourquoi c'est de la grosse merde? Parce que nous, en fait, nous de base, on est une startup et on a eu l'occasion de lever. Et on a eu l'occasion de lever, pourquoi on le fait pas? Parce que premièrement, quand on lève auprès d'un VC, on perd la liberté de ouf, des mecs qui ne prennent rien et qui viennent juste poser du cash sans rien comprendre à ton business. Deuxièmement, t'es enchaîné. Et troisièmement, il faut comprendre que dans une startup, si tu n'exites pas, tu as zéro cash. Tu as beau lever 4 millions, 50 millions, 100 millions, tant que tu ne revends pas tes parts, tu as zéro cash. Et une startup, ça ne fait jamais de dividende. Donc concrètement, en fait, si vous voyez des boîtes qui vont lever 5 millions, etc., bah, c'est juste des boîtes qui, parfois, ont un produit market fit et sont stylés, et là, vont lever, et du coup, c'est très très cool. Et parfois, en fait, c'est juste qu'ils vont cramer du cash d'investisseurs parce qu'ils vont se dire, ouais, je m'en bats les couilles, c'est pas mon cash, etc. C'est le cash de quelqu'un d'autre. Ils vont dépenser ça en machine à café, en voyage à Bali, et à part ça, tu vois, ils ne créent pas de la vraie valeur. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'en fait, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de bullshit. C'est pour ça que je suis aussi clivant. C'est vraiment pour virer un peu tout le voile qu'en fait on a l'habitude de voir sur LinkedIn ou sur les réseaux de mecs qui vous disent ouais putain c'est trop bien, je gagne 5 millions, etc. Mais il te reste combien de cash après tes 5 millions, etc. Tu vois, c'est vraiment ça le plus important. Les mecs qui te disent ouais je fais 5 millions de chiffre d'affaires, ok, bah, c'est quoi ton EBITDA, c'est combien il te reste de cash à la fin? Si tu dépenses, je sais pas, si tu dépenses 4 millions sur des 5 millions, même voire des fois il y a des mecs qui font 10, je fais 5 millions de chiffre d'affaires, ils dépensent 6 millions, tu vois. Donc vraiment c'est pour ça que c'est important de vraiment se dire pas de bullshit dans le milieu, il faut être clivant, il n'y a que les facts, la réalité qui compte, et à partir de ce moment-là, c'est là que tu construis quelque chose de vrai, quoi. Non, je conclurai peut-être là-dessus, et je suis totalement d'accord avec nous, je suis totalement d'accord avec Sylvain là-dessus, c'est que, en fait, à la fin, vous vous mentirez pas à vous-même. Vous mentirez à LinkedIn, vous mentirez à des sessions de networking ou à des événements, vous mentirez à votre famille en disant ouais et tout, mais en fait, vous savez la vérité. Et le plus dangereux, c'est que vous arrivez à un stade où vous ne savez même plus vous-même la vérité. Et qu'en fait, vous-même, vos vanity metrics, ça devient une réalité importante pour vous. C'est pas le sujet. Et c'est un truc qui est important de prendre en compte parce que, en fait, c'est le fait d'être ultra confronté à votre propre réalité qui fera que vous êtes au courant que vous avez un problème à régler. Ou à l'inverse, que ça va très bien. Mais vous devez avoir l'info réellement. Vous ne devez pas vous laisser tomber dans le j'ai 10 000 abonnés sur LinkedIn. Oui, mais ça te génère aucun prospect, ça ne sert à rien. Bon, ou sinon tu es peut-être payé pour faire de l'influence LinkedIn, mais en fait ça ne sert à rien dans le process. LinkedIn c'est censé te trouver des clients. C'est ça. LinkedIn c'est très très cool et il y a pas mal de choses très bien, mais en fait il faut juste pas se mentir à soi-même, tu vois. Par exemple, tu vois, des vanity metrics, c'est de se dire ouais putain mon post il avait 50 000 vues, mais ça m'a généré quoi. C'est vraiment, c'est comme, je vais vous donner un truc simple, c'est comme une influence. Moi j'ai 250 000 abonnés sur TikTok, ça me rapporte même pas un slip par mois. Tu publies même plus de vidéos d'ailleurs. Ouais, je publie même plus de vidéos. C'est pour vous dire que vraiment concrètement, à quel point en fait ça m'était inutile. Tu vois des mecs qui en surface ont l'impression d'être ultra successful, mais en réalité, après eux ça leur apporte rien du tout.
c'est ça qui est important, quoi. Et quand, tu es d'accord avec moi, quand on dit ouais, t'as fait 50 000 vues, bravo, mais derrière t'as généré combien? C'est pas juste le fait de générer pour ensuite se dire ah, j'ai généré de l'argent, je fais tout, mais c'est en fait juste que l'argent c'est un bon moyen, le cash, de dire est-ce que t'as un impact ou pas? Parce que t'as beau lever des millions, quand à la fin t'as 50 ou 100 clients et que c'est des petits clients sur une plateforme, etc., bah, la réalité c'est que ton impact est super faible. Donc t'as beau lever des fonds, in fine sur le marché, l'impact il est faible, alors que t'as peut-être d'autres boîtes, d'autres freelances qui attaquent ce marché-là, qui le servent et qui eux par contre font du chiffre, donc ont un impact, apportent une solution. Donc voilà pourquoi les Vanity Metrics au final ça fait que d'éloigner de la réalité du marché. Et petite dernière chose, l'argent c'est un rend débile les gars. Vraiment, genre, je vais vous dire la vérité, c'est un de mes investisseurs et mentors qui me l'a dit. Pourquoi l'argent c'est un rend bête de ouf? Parce qu'en fait quand tu as de l'argent, justement comme quand tu lèves, etc., tu as le confort mental de dire vas-y, bah putain, là j'ai un problème, vas-y, je vais juste claquer du cash. Tu vas arrêter de réfléchir, tu auras tellement ce confort mental qu'en fait tu vas solutionner partiellement tes problèmes au lieu d'être créatif. Tu vois, concrètement, genre, tu vas juste dilapider du cash n'importe comment, parce qu'à chaque fois tu te diras ouais mais je peux dépenser, et en fait, alors que si t'as vraiment pas de cash, que t'es dos au mur et que tu te dis bah écoute, je dois être malin, je dois réussir à convaincre des gens, et en plus t'as pas besoin de cash pour monter les équipes, tu vois. Les équipes, et même pour trouver tes premiers clients, t'as juste besoin d'être assez, entre guillemets, persuadé de ta vision, pour réussir à parler au mec en face de toi, et réussir à le convaincre. Genre vraiment, je vous le dis, genre si vous pensez que, par exemple, que vous voulez monter une appli, vous dites je suis pas dev, je peux pas monter cette appli, ou je suis pas designer, etc. Les gars, tu peux passer 100 calls dans une semaine. Vraiment, je vous dis la stricte vérité. Genre, je vais sur LinkedIn, je source plein de profils, je masse DM les gens. Ensuite, après ça, j'arrange plein de calls visio. Et après ça, bah, juste, je les convainc de me rejoindre dans l'aventure. Et après, ils vont juste m'aider gratuitement, bien sûr, contre une autre contrepartie extérieure que du cash. Mais en fait, c'est juste ça en fait. Et si vous n'arrivez pas à les convaincre, probablement que vous n'arrivez pas à convaincre des clients en fait. C'est ça. Ça peut être aussi un bon indicateur. On va finir là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, d'autres questions? J'avais une question, parce que vous avez été associé entre professeurs, avec Lex, mais ça je pense que c'est une mauvaise idée. Mais du coup, avec vos expériences, est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise idée de s'associer à des proches? Alors, nous, c'était la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. Après, parce qu'on est très proches et que j'ai beau être plus jeune que lui, quand je l'engueule, il m'écoute, quand j'ai beaucoup. En fait, il a aucun ego, il arrive à mettre son ego de côté et à se remettre en question, donc en fait c'est très facile, et moi inversement. Et le fait d'être proche, du coup, quand on s'engueule, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec notre relation, c'est que là on s'engueule sur le taf, mais en soi, nous on le recommanderait énormément aux gens, parce que du coup il y a une confiance complètement aveugle, on progresse ensemble, on se voit tous les jours au taf, ce qui est quand même trop cool. Mais après, il faut quand même être assez proche et assez avoir confiance en tes proches, que ce soit famille ou amis. Oui, et puis sur le sujet de l'ego, parce que je pense que ça rejoint énormément le sujet, parce que je pense que l'ego est plus présent quand il y a les proches, parce que c'est des gens qui nous connaissent mieux, donc en fait, il y a vraiment cette espèce de petit combat entre personnalités. L'ego, c'est quand votre projet, c'est d'avoir raison plutôt que de gagner. Et ça, c'est dangereux et c'est débile. Ouais. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Merci Thibaut d'avoir organisé ça. Bravo Merci les Thibaut également. Évidemment.